Nous vous présentons en vidéo l'Assemblée Générale et la rencontre adhérents épargnants de l'association Love Money du 26 septembre 2013. Cette réunion a eu lieu en mairie de Paris, celle du 2e arrondissement. Nous vous souhaitons un agréable visionnage. Le mouvement que nous avons essayé de lancer dans les années 80, qui s'est terminé par un premier marchepied qu'on appelle le second marché, c'est pas ça qui nous intéressait vraiment. Ensuite, on avait lancé le troisième marché. Le troisième marché, c'était déjà ce qu'on appelait à l'époque le hors-code d'acclimatation. Et ce hors-code d'acclimatation, c'était les prémices de ce qu'aujourd'hui on voudrait mettre en place. C'est aujourd'hui ce que le crowdfunding, il va y avoir une réunion lundi au ministère des Finances sur ce thème. Et on n'est même pas dans les participants, on n'est pas dans les intervenants. On se prête à la logique qu'on y soit, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Par contre, on a des échos avec les organisateurs, organisateurs, pas le ministère des Finances, on a eu des contacts, ils nous connaissent. Bon, on ne sait pas y faire, on n'est pas très bon communicant, et on est quand même un petit peu communicant, puisque vous êtes là présent et qu'il y a un certain nombre de candidatures parmi vous qui nous aideront à communiquer. Alors je reviens. Aujourd'hui, le concept Love Money, c'est quelque chose qui va exploser en développement. Il va avoir, ça répond à un besoin, et finalement ce besoin, on va voir la semaine prochaine le compte rendu de cette assemblée générale pour le crowdfunding, une journée. Et donc, nous ne sommes pas intervenants. Bon, c'est pas grave, je ne sais même pas si moi je serai présent, enfin, on verra. Mais l'objectif aujourd'hui, c'est de faire en sorte que le développement puisse se faire avec ou sans nous. Alors le seul problème, sans nous, il y a un gros problème qui va se passer, c'est que le crowdfunding, c'est très sympathique. On fait des dons pour un projet, un micro-projet, c'est génial, c'est gentil, moi j'aime bien. Mais pour les PME qui ont besoin de 100, 200, 500 000 euros, c'est les particuliers qui vont mettre des sous dans ces projets d'entreprise, s'ils mettent 10 000 ou 20 000 ou 50 000 euros, c'est considéré un cadeau à un dirigeant d'entreprise, c'est pas possible. Il faut qu'ils deviennent associés, actionnaires. Et s'ils mettent des sous dans un projet d'entreprise, ils doivent être protégés. Et donc, pour être protégé, il faut appliquer des règles telles que nous, on essaie de les imposer. On les impose depuis 20 ans, 30 ans. Et aujourd'hui, cette démarche, eh bien, avec ou sans nous, le crowdfunding, eh bien, il ne peut pas passer à côté de notre démarche. J'ai passé quand même à venir vous présenter. Alors, moi, je suis Jean Salva, vous me connaissez. Vous connaissez Didier aussi, mais je lui passe la parole. Oui, je connais plus ou moins. Karim qui est nouvelle recrue depuis le mois d'août, Alexandre au clavier, au piano, qui a refait le site cet été, et puis l'administrateur Emmanuel Garin, qui, je pense qu'on a quand même un petit mot de compétence qui se remet. Là, notre ami Albert Roudot et Michel Denis, tous les deux qui ont quand même été. Bon, c'est vrai qu'on n'est pas dans le coup au niveau communication, on a coulé, on peut dire. On a touché le fond. Là, on est en train de refaire surface, je pense, depuis cet été, parce que c'est une question d'organisation, de moyens, de stratégie, on en parlait tout à l'heure. Et là, je pense qu'au niveau équipe, on commence à pouvoir se permettre de faire participer des nouvelles personnes au conseil d'administration. On va en parler, donc ça va faire l'objet de l'Assemblée, refonte des statuts. Enfin, il y a des choses qui ont été faites dans l'été qui font que maintenant on devrait commencer à prendre de la vitesse. Sérieusement, j'espère. On a commencé à nous mouliner un peu là. On doit prendre de la vitesse, ça veut dire jouer notre rôle de traitement égalitaire des actionnaires et puis augmenter le nombre d'opérations. C'est vrai qu'il y a le crowdfunding qui apparaît, on revient sur l'ordre du jour tout doucement. Karim, tu veux dire un petit bonjour, présenter un petit nom Alexandre et au moins l'équipe coopérationnelle. Bonjour, je m'appelle Karim Badja en fait et j'ai connu la démarche de Jean-Marie Didier au mois de juin par le biais d'un médium, mais d'un médium de presse que j'ai l'habitude de lire depuis des années, mais en fait ce qu'ils font
J'ai toujours pensé le faire depuis presque 25 ans. Et en fait, je m'étais déjà rapproché en 89, mais j'étais trop jeune, j'étais mineur, d'une société qui faisait de l'introduction en bourse qui s'appelle Dubus. Il ne m'avait pas pris à l'époque, et donc j'ai fait ma vie pendant ces 20 années. Et puis j'ai rencontré Jean et Didier par le biais de ce médium qui s'appelle l'usine Nouvelle, je crois. C'était l'usine Nouvelle, un article dans l'usine Nouvelle. Et donc je me suis mis en contact avec eux, et puis je leur ai fait part de mes compétences. Et tout de suite, on s'est dit qu'il fallait qu'on travaille ensemble, donc on s'est concerté, on a trouvé une solution. Donc en fait, moi, ce que je fais, c'est que tout ce qui peut-être n'avait pas été fait à l'époque pendant toutes ces années, ou ce qui était peut-être une carence, comme dit M. Salva, le fait de communiquer, eh bien, je communique en fait l'association Love Money et son objet auprès du grand public. Et donc l'objectif, là maintenant, je pense, puisqu'on en a largement les compétences, c'est de faire en sorte que cette association soit sanctuarisée par l'État. Donc on a déjà vu Bercy, on va voir aussi l'AMF, et ouais, et puis voilà. Alexandre, si tu veux dire un petit quelque chose, si tu es petit bonjour pour dire. Dans le cas, on présente un petit peu l'équipe. Ça va aller, ça, je suis bien. Donc moi, je suis un master en fait, et je travaille sur la partie développement des sites web que l'on a à notre disposition. Comme l'a dit cet été, on a surtout travaillé sur le site Love Money, qu'on continue de mettre à jour dans son contenu et de sa forme. Voilà, on l'a rendu beaucoup plus fonctionnel avec des possibilités beaucoup plus grandes d'un point de vue technique, la possibilité d'adhérer, de s'inscrire aux formations, s'inscrire aux réunions comme certains d'entre vous l'ont fait. Voilà. Et donc on espère encore lancer la mission. Je m'appelle Emmanuel Garin, donc moi j'ai été adhérent de Love Money depuis longtemps, depuis 12-13 ans en fait. Et ensuite, j'ai développé mes propres activités, notamment dans le domaine de la presse, avec plusieurs magazines sur l'économie, le patrimoine, la finance. Donc, ce qui fait qu'on a été amené ensuite à faire des choses ensemble entre Love Money et puis les magazines. La mise en avant de Love Money, son activité, puis aujourd'hui, on est en train d'essayer de renforcer tout ça. C'est ça que je suis rentré récemment, il y a environ un an et demi, en tant qu'administrateur. L'ordre du jour, donc l'assemblée d'aujourd'hui, on avait fait une première assemblée au mois de juin, mais il manquait, on a eu un désistement de la part de notre trésorier, ce qui fait qu'on n'avait pas les comptes. Sans Michel, je pense qu'on aurait, je n'aurais pas fait les comptes, il ne fallait pas grand chose pour qu'on ne les fasse pas, parce que comme dit mon père, ça repose un petit peu sur moi, donc c'est plus le cas maintenant, ça ne sera plus, donc on a pu remettre les comptes, même si le boulot de comptabilité était pas là, j'aurais pu le faire. J'aurais passé une semaine, 10 jours, j'aurais fait. Mais Michel n'aurait pas donné un coup, à tout pris en main. Donc là, on a une chose. Entre-temps, donc on s'est réunis au mois de juin, et fin juin, on avait convoqué l'Assemblée, et les personnes qui y sont venues, alors il y avait Albert Boudot, Michel, enfin quelques personnes, et Yann aussi, NDI, qui est juriste, qui nous a aidé à remettre les statuts à jour. Enfin, on a profité de l'été, en fait, pour remettre un coup de peinture. Donc le rapport d'activité, on avait fait un premier projet, on a un petit peu simplement peaufiné, en ajoutant des éléments qui sont apparus pendant l'été. Michel Rameda, c'est vrai, il mérite, parce que c'est quand même la moitié de l'Assemblée qui sans bilan, c'est clair, ça restait bancal et même donc on aura besoin d'un trésorier quand même, parce que le trésorier en fait c'est qu'il est âgé, Michel Simon, il a ton âge, il plus de toi, bref, il a du mal à se déplacer et du coup des choses sont passées. On a eu dans l'équipe permanente, on peut dire que qui serait là ou pas là, je leur dis en face que c'était des bras cassés, je regrette, malheureux pour eux. Pendant 2 ans, depuis le départ de Pierre, on en parle un peu dans la productivité. Donc, hors du jour, c'est le parti ordinaire. Pour les quorums, je ne sais plus comment c'était dans les anciens statuts, comment ça se passait. Je sais que dans la nouvelle version, il n'y a pas de quorum particulier. Moi, je propose qu'on s'arrête pas sur le quorum, si on faut encore reconvoquer. On a reçu quelques pouvoirs
quelques pouvoirs au président, je crois, c'est Bruno, notre pouvoir, enfin bref, quelques pouvoirs. Moi, je propose d'attaquer le vif du sujet, le rapport d'activité. Le rapport d'activité, bon, ceux qui l'ont lu, on va quand même le parcourir un minimum, je pense, et on s'arrêtera au point important. Là, c'est écrit en petit, j'espère que donc il y a une baisse d'adhérents faute d'organisation. C'est aussi simple que ça. On est avec l'équipe Pierre Zanfac, qui était pourtant pas un foudre de guerre, mais il faisait quand même les choses correctement, il faisait son boulot, tout simplement, et notamment la relance des adhésions. Et là, depuis 18 mois, il y a peu de relance. Notre site internet est tombé en ruine, donc Alexandre a mis ça en place cet été, mais donc le nombre d'adhérents, il a dégringolé en fait, tout simplement parce qu'on ne relançait pas alors que la qualité d'entreprise qu'on a est quand même supérieure à la moyenne, quoi, depuis, même si c'est loin de ce qu'on va faire là, dans les années qui viennent. Donc chute du nombre d'adhérents. Qu'est-ce qu'on peut retenir sur la première page? Bon, voilà ce qui est écrit en gras. Cela rappelle la fragilité de l'association qui ne veut plus se développer uniquement sur le bénévolat. Le temps de formation des salariés afin qu'ils deviennent opérationnels et leur faible niveau de rémunération rend difficile la stabilité de l'équipe. C'est vrai qu'on a peut-être la chance, on verra 20 ans, mais que Karim, je pense, est immédiatement opérationnel, après on verra le résultat. Il semble, et Alexandre pareil. Donc là, au niveau recrutement, ils sont partis tous les deux sur un an. J'espère que dans un an, on arrivera à se passer de l'État pour prolonger leur poursuite. Quoi. Rappel des principaux travaux, blablabla, d'accord. Augmentation de capital en 2012, alors il y a eu très peu de capitaux collectés, il y a le schéma, il y a eu 546 000 euros. Quand on va voir plus loin dans les points évolution récente, il y a eu quasiment la même somme collectée les 6 premiers mois de cette année, alors qu'on n'a pas fait d'effort, on n'a vraiment pas fait d'effort, on peut dire. Donc, le bilan de l'année dernière, qu'est-ce qu'on peut dire? Bon, il y a eu comme une action ADS, à la fin, à la page 3, au troisième point, confirmation de notre rôle de protection actionnaire, c'est comme ce qu'on a vu pendant l'été aussi. On a profité de revoir les statuts pour essayer de remettre d'aplomb la charte de bonne conduite qui n'était respectée par personne. Personne veillait à son respect. Bon, on a eu de la chance de tomber sur des entreprises honnêtes, on peut dire, qui ne deviennent pas malhonnêtes dans les difficultés. À part ADS, quoi. ADS, donc on a préparé une plainte, je ne sais pas si tout le monde est au courant, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais Albert, je rentre dans les détails d'ADS, vous pensez un petit peu les détails, mais... Donc le rôle de protection, c'est quand même le rôle qu'on met en avant en ce moment, plus que jamais, mais il fallait quand même qu'on ait un minimum, qu'on respecte nos engagements, que les engagements réciproques, on appelle charte de bonne conduite. Hein. Ça s'appelait pacte de bonne conduite, on a pensé charte, bon, c'est le même document. Donc les entreprises bénéficiaires du concept OMS signent une charte de bonne conduite dans laquelle il y a un certain nombre d'engagements. Et il y a un des points suivis du tableau de bord qui n'était pas du tout suivi, il n'y a jamais eu de suivi de face niveau-là. On l'a fait pour la première fois cet été, grâce à la petite équipe que j'ai évoquée, Michel, Albert, Yann, je ne sais plus qui. Donc on a profité pour mettre en place faire vivre pour la première fois cette commission de contrôle des chartes de bonne conduite. Et c'est un petit peu ADS qui a déclenché tout ça finalement. ADS qui a donc réalisé l'augmentation de capital. Enfin, ils annonçaient des objectifs qu'on croyait. Donc on les a connus en 2011, début 2011. Et il y a eu 2 augmentations de capital arrivées fin 2012. Ils annonçaient des objectifs qu'ils réalisaient. Apparemment, d'après les comptes, ils réalisaient ce qu'ils annonçaient. Et tout d'un coup, il y a eu un gros décalage. Ils nous ont appris qu'il y a eu l'ouverture d'une procédure collective. Ce qu'ils ne comprenaient pas. Comment ça, procédure collective? Alors, on pensait que c'était une simple mauvaise négociation d'une dette avec l'URSSAF. Donc, on a fait une tierce opposition, comme on dit dans le rapport. Et suite à ça, on
Il y a eu un administrateur judiciaire de désigné qui nous a envoyé son rapport dans lequel il trouvait 800 000 euros de pertes, alors que la société, 2 mois plus tard, était sur 50 000 euros de résultats positifs. Donc, on pensait que c'était une erreur de l'administrateur, et en grattant, on s'est rendu compte, de fil en aiguille, il y a eu une procédure collective, et on s'est rendu compte que le dirigeant avait été il y avait déjà une infraction à l'interdiction de gérer, c'est quelqu'un qu'on a découvert. Enfin, il y a des informations qu'on n'avait pas eues au départ. Au départ, tout simplement un cabis. Quand on a un cabis, on peut supposer. J'ai toujours eu confiance en un cabis. Et là, c'est quelqu'un qui était interdit de gérer, qui a réussi à être dans le cabis quand même, en tant que dirigeant. On est tombé sur quelqu'un qui avait un petit peu l'habitude. Ça, on l'a découvert en printemps dernier, en fait. Et de fil en aiguille, on s'est retrouvé à faire une plainte en pénal. Enfin, la plainte est prête à partir, on peut dire. Enfin, il y a quelques actionnaires qui l'ont relu. Moi, j'ai travaillé dessus pendant l'été. Et donc, la plainte, ça va jusqu'à la notion de faux, usage de faux. Ça va jusqu'à la notion. Eux, en fait, ils ont cherché apparemment à cacher la vérité. Enfin, c'est de voiler la face eux-mêmes. Ils ont prolongé l'exercice de 6 mois. Et souvent, quand on prolonge un exercice, c'est un peu pour des raisons, on espère que ça ira mieux, on va rattraper, on va améliorer les comptes. C'est des gens qui peuvent être confiants, ou même des bandits, on ne sait pas. Ou des bandits, ou des gens qui espèrent rattraper l'exercice comptable. Et du coup, donc ils ont fait, donc ça on peut le faire, pourquoi pas, mais quand on fait ça, il faut convoquer l'Assemblée, normalement, et donc, et ça se fait avant la date de clôture d'exercice. Enfin bref, ils ont fait une assemblée sans convoquer, donc ils ont déposé un PV d'assemblée sans convoquer personne. Ça, à la limite, c'est pas très grave, mais il s'en est suivi ils se sont un petit peu emmêlés. Ça s'appelle malgré tout faux usage de faux, c'est pas moi qui l'invente. Si admettons qu'on fasse un procès, admettons qu'on fasse une assemblée qui n'a jamais eu lieu, on signe un procès verbal, on dépose au greffe. Il y a des. Il y a un certain nombre d'éléments qui font qu'il y a une plainte en pénal. Donc, on est en train de partir. Moi, j'ai encore eu l'actionnaire cet après-midi. Lui, ce qu'il veut, c'est essayer de récupérer la mise des actionnaires. Moi, je lui disais ce que je voulais, c'est qu'il y ait une sanction. Je ne parle même pas du commissaire aux comptes qui, d'après cet actionnaire et d'après nous aussi, il est conclu. En principe, quand il y a des faits délictueux, il a mal fait son boulot, c'est clair qu'il a certifié sans réserve des comptes qui auraient dû être mieux examinés. Donc il n'est pas tranquille, il n'est pas à l'aise dans ses baskets. L'idée, c'est qu'on ne peut pas laisser savoir de question de ne pas avoir une sanction pour ça. Si vraiment il y a eu une malhonnêteté des dirigeants du commissaire aux comptes, c'est évident, on est condamné à les amener au tribunal et aller jusqu'au bout d'une procédure. Il n'y a pas d'association autre que la nôtre, à ma connaissance, qui va jusqu'à la protection des actionnaires, amener les dirigeants au tribunal. Habituellement, quand il y a une disparition d'entreprise, on essaie d'oublier. Et je pense que si on arrive à voir les histoires j'en parle plus, si ça vous intéresse, parce que peut-être ça risque d'être long. Peut-être indiquer combien d'actionnaires sont concernés? Ouais, alors il y a une quarantaine d'actionnaires qui ont souscrit pour 280 000 euros à peu près. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Après, c'est rentrer dans le détail. Je peux vous dire qu'il y a une société capital risque Garrigue, il y a un certain nombre même de capitalistes qui ont fait leur propre audit, personne n'a vu supercherie. Et encore, on ne sait pas encore. C'est à la justice de faire son boulot. Mais donc, il y a eu une. Qu'est-ce qu'il y a d'autre, Albert, comme autre information sur ABS? On peut dire c'est tout. Donc il y a une démarche qu'on allait faire. Donc cet actionnaire cet après-midi voulait récupérer. Alors il me disait, lui, il partait dans sa stratégie de négocier avec le commissaire aux comptes pour trouver un arrangement avec son assurance X sur raison. Moi je disais, non, il faut qu'il y ait une sanction. Moi ce qui m'intéresse, c'est éviter dans les prochaines entreprises qu'on labellisera qu'il y ait cette attitude et que les 10 prochaines entreprises rattrapent la perte qu'ont pu avoir ces 40 actionnaires sur RDS. Alors on va essayer de jouer sur les deux tableaux. Oui, c'est très important ce que vient de dire Olivier, très important pas seulement pour l'association Notre Monnaie, mais pour les futurs développements de cette épargne locale qui s'investit dans les entreprises locales.
de Français qui investissent dans des petites PME, même à travers la France. C'est très important de les protéger, sinon il va y avoir de nous protéger. Parce que les gens qui mettent des sous et qui se font spolier, qui perdent leur mise, c'est pas normal, 250 000 € qui ont été perdus. Alors que là, il n'y a même pas, je ne crois pas, je ne suis pas sûr, hein, c'est pas sûr qu'il y a, c'est pas prouvé qu'il y ait eu un acte de malhonnêteté. La seule chose qu'on peut reprocher aux dirigeants, il avait été condamné, interdit de gérer, et finalement, il a signé comme quoi il n'a jamais eu d'interdiction. Là, déjà, il y a un problème. On lui avait demandé plusieurs fois de donner le chiffre d'affaires à un tableau de bord trimestriel. C'est des choses qui sont tellement évidentes, c'est très facile à faire. Au moins, le chiffre d'affaires trimestriel, on paye la TVA, c'est pas un travail supplémentaire. Donc, il y a un minimum d'éléments qu'ils pouvaient fournir et qu'ils n'ont pas fourni. Et donc, maintenant, l'avenir pour l'association Le Monnet, c'est d'être plus strict. Et alors, Didier a fait un travail considérable, vraiment pendant des semaines, pour monter un dossier, une plainte. Parce qu'il faut déposer une plainte à titre exemplaire. On ne peut pas mettre le dirigeant en prison, mais il y a des choses qu'on n'a pas le droit de faire quand on ouvre le capital à davantage de personnes. Donc à partir de ce moment-là, le travail qu'a fait Didier depuis 3 mois, il a passé dessus, vraiment, et c'est quelque chose de spectaculaire. Alors moi je pense que le travail qui a été fait, moi je profite de l'Assemblée aujourd'hui, même si ce n'est pas prévu dans l'ordre du jour, que la plainte qu'on va déposer, on attendait un peu qu'il y ait cette Assemblée, que vous soyez au courant, d'une part. Et d'autre part, moi je pose en supplément à l'ordre du jour de voter. Est-ce que vous êtes d'accord pour que l'on dépose cette plainte et que, sans aller trop loin, il ne faut pas le mettre en prison, mais il y a un minimum de faire parce que les autres entreprises qui vont venir dans le futur, il risque d'y avoir des centaines, voire des milliers, je vous assure. Lundi prochain, il y a la tournée du crowdfunding dans lequel, je disais tout à l'heure, on n'est même pas participant, on n'est pas invité, on n'est pas intervenant. Le crowdfunding, c'est quoi? C'est de permettre à des petites entreprises de faire exactement ce que nous faisons dans Le Monnet. Dans Le Monnet, c'est-à-dire collecter des particuliers qui viendront actionnaires. Le crowdfunding oublie toutes ces règles, sauf pour le don. Alors le don, c'est génial, c'est très bien, je le disais tout à l'heure, mais il faut que l'économie française, les petites entreprises, parce que ce sont les petites entreprises qui créent de l'emploi, qu'on encourage la création d'auto-entrepreneurs. Pourquoi pas? Auto-entrepreneurs, c'est 1 ou 2 emplois. Nous, on pense qu'il faut encourager les entreprises qui sont en post-création, qui ont 3-4 années d'existence et qui sont à 5 ou 10 ou 15 salariés. Celles-là, il faut surtout qu'elles continuent à vivre et qu'elles se développent, parce que parmi celles-là, il y a des perles rares. Vraiment, il y a l'avenir de l'économie française, l'avenir de l'emploi. Et ces entreprises de 10 salariés, par exemple, qui se fassent à figure, eh ben, ils doivent être remplacés par 10 auto-entrepreneurs pour l'emploi. Et c'est vraiment au moment où ils ont plus besoin d'argent que le concept de l'association Le Monnet, avec des règles de sécurité, justement, que nous sommes en train d'améliorer aujourd'hui grâce, paradoxalement, à ADS, eh bien c'est le moment que jamais d'avoir un rôle très important et même qui doit se répercuter à l'échelle nationale. Voilà, je te laisse continuer. Mais, alors, non, on va t'arrêter maintenant en parlant de ça. Non, juste sur le dépôt de plainte aussi. Moi, je pense qu'il y a tout à l'heure, il y a une partie, il y a une partie qui n'est pas ici, mais qui est là. Invitation à l'ensemble des adhérents à participer aux orientations stratégiques. À mon avis, on peut en parler à ce moment-là. Mais là, de toute façon, c'est bien parce que tu as parlé du crowdfunding, mais c'était dans la suite du rapport d'activité. Je ne sais pas si c'était volontaire ou pas. En 2 mots, la position qu'on va rencontrer l'AMF, grâce à Karim, qui a contacté le ministère, on a rencontré, puis l'AMF. Il y a les 2 personnes qui réfléchissent là-dessus. Et la position qu'on a, c'est justement créer un label de traitement égalitaire des actionnaires, style visa AMF, mais pour nos côtés. Là, on a une position que personne n'évoque. À part nous qui faisons plus qu'évoquer puisqu'on l'a vécu. Je rajoute quelque chose de l'AMF. Nous avons rencontré, au moins téléphoniquement, plusieurs fois, Madame Le Maire, qui est la représentante de l'AMF,
et qui s'occupe de la protection des épargnants. Alors, on a M. Bavardé quelques instants avec, et puis elle dit Love Money, nous, à l'AMF, tout le monde vous aime bien, Love Money. Donc c'est quelque chose quand même qui fait du bien, parce que ça confirme que notre démarche est la bonne. Ouais, je peux dire un mot là-dessus. En fait, initialement, donc moi, comme vous pouvez l'imaginer, j'étais recruté par l'infectieuse Cetatis et j'ai donc suivi le plan qu'on s'était fixé avec Didier, à savoir toucher les gestionnaires de patrimoine et les CIF. Il semblerait qu'en fait, pour avoir rencontré par la suite le vice-président Yana Kofi, que les CIF et les gestionnaires de patrimoine soient bridés et qu'ils ne peuvent pas faire de l'investissement direct comme un produit qui est diffusé, qui diffuse les produits traditionnels de FCP, de FIP, etc. etc. Ils ont des règles bien particulières. Ça fait que pendant tout le mois d'août, le peu que j'ai eu au téléphone, j'ai quand même réussi à trouver une espèce d'astuce à faire marcher les OPCA, donc les organismes paritaires collecteurs agréés, et à me mettre en relation avec eux pour pouvoir faire en sorte que ça ne leur coûte rien, parce que même une journée, comme vous savez, à 350 €, c'est énorme pour eux. Je me suis aperçu aussi au téléphone qu'il y en a beaucoup qui ont des difficultés en fin de compte. Les conseillers en gestion de patrimoine et les CIF, c'est une profession qui est mal encadrée et qui est en difficulté. Ce que vous a confirmé, monsieur Cohen, qui est le vice-président de l'ANACOFI, nous a dit effectivement, c'est la règle des 80-20, la règle de Pareto. En fait, il y en a 80% qui galèrent et il y en a 20% qui s'en sortent plus ou moins. Donc j'ai pu le vérifier au téléphone, et là, début septembre, on s'est dit, de toute manière, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut que l'association fasse rentrer de l'argent. C'est impératif. Donc on est resté sur nos formations, et déjà au préalable, on avait fixé les objets de l'association, à savoir protéger les épargnants et les investisseurs, parce que j'ai vu Didier faire ça, effectivement, comme dit son père Jean Salva, ça a été exceptionnel, parce que moi je connais un peu le travail des juristes, enfin du domaine juridique, et s'il y en a ici dans la salle, c'est qu'il a travaillé donc pendant un mois, ce qui correspondrait en fait à une prestation qui fait entre 15 et 20 000 € pour la masse salariale qu'il a occupée. Pour un spécialiste. Or, il n'y a pas de spécialiste dans l'investissement direct dans le domaine juridique en France. Il n'y en a pas. Donc en fait, je me suis dit, il faut véritablement rentrer de l'argent, parce que si on a un back-office derrière, qui a des conséquences, c'est eux qui vont le faire. Et vous aussi, si vous voulez y participer. Donc, on a changé notre fusil d'épaule, et je me suis mis en relation avec les pôles de compétitivité. Et là, par hasard, les pôles de compétitivité qui abritent 80, 100 ou 200 PME viennent à nous. Lundi dernier, il y en a un qui est venu d'Agen, ils sont venus à 3 de nous voir. Il y en a d'autres qui vont venir d'Alsace, de Lyon, il y a encore du centre. Tous les pôles de compétitivité que j'appelle, bon, bien évidemment, je leur dis que je vais les voir, mais je ne peux pas aller les voir. On n'a pas les moyens pour l'instant d'aller se déplacer et d'aller les voir et de leur faire une journée de formation qui coûterait 3 500 €. C'est ça, je parle de prix tout de suite. Donc en fait, ils admettent le fait qu'ils vont nous verser 3 500 €, ils trouvent les financements, ou je fais marcher leur OPCA. Vous voyez? Donc ça va être pris en charge par leur organisme paritaire collecté. En général, c'est la GFOS, PME, PMI ou d'autres, quand c'est des professions, pour là, il s'agit d'une profession libérale, on est dans les TPE, les PME. Donc on a trouvé une formule qui fonctionne. Là-dessus, la deuxième chose de Love Money qui est importante aussi, c'est certes de protéger les épargnants et les investisseurs, mais surtout aussi de certifier les entreprises. Donc là, on s'est rapproché du ministère pour sanctuariser ce dispositif à l'échelle nationale, parce que là, je parle à l'échelle nationale, et c'est ce qu'on va faire, on va le faire à l'échelle nationale. Et de l'AMF, parce que j'en voulais qu'il y ait quand même une labellisation. Au début, je ne voyais pas trop la raison, mais finalement, c'est cohérent. Et l'AMF nous reçoit bien le message et nous dit, oui, écoutez, il y a un rapport qui va sortir, qui va être sur le site de l'AMF et sur le site de Bercy. Vous regardez où vous vous placez par rapport à ce rapport. Il faut qu'on se positionne, nous, Love Money, par rapport à ce rapport. On reprend contact, on a rendez-vous et on voit ce qui est faisable. Donc voilà. Maintenant, on rentre sur une phase qui est, à mon sens, ascendante. Donc j'en ai profité aussi pour aller voir une banque ce matin, parce que j'ai vu 2 autres banques, mais c'était dans un autre cadre, et c'était un peu différent. J'ai vu une banque ce matin, la BNP Paribas, de mon arrondissement du 15e, et il se trouve que je leur ai soumis donc 8 journées, donc à raison de 2 journées par trimestre, d'information, 2 journées pleines, d'information auprès des épargnants ou des TPE, pour 26 000 €, et ils ont accepté. Ils se sont dit oui,
Mais son participe à hauteur de combien? De la moitié, je lui ai expliqué, je suis resté 2 heures avec elle. Elle fait passer, donc c'est très hiérarchisé, c'est une banque. Elle fait passer le dossier. Elle, du fait qu'elle l'accepte, ça sera accepté au-dessus. On n'a pas grand-chose à dire, si ce n'est qu'après, on verra les règlements, comment ça se fait. Ils acceptent de participer. Après, elle m'a émis elle m'a parlé de conditions, je lui ai dit d'exclusivité. Je lui ai dit oui, si c'est exclusivité, c'est double. Parce qu'en fait, nous, on ne va pas pouvoir, si on travaille avec une banque sur le territoire parisien, pouvoir faire les mêmes journées avec une autre banque. Donc ce sera double. Elle a compris tout le principe. Bon, ça paraît gros, mais enfin, parce qu'on passe à 52 000 €, mais déjà à 26 000 € pour 8 journées, ils acceptent. Et c'est elle qui m'a introduit l'idée, ce que je voulais vous dire tout à l'heure, Didier, on n'a pas le temps, parce qu'on travaille ensemble, mais on n'a pas le temps. On est tout le temps en train de faire des choses, il est tout le temps sur son ordinateur, et moi je rentre, je sors, je rentre, je sors. Donc en fait, c'est que c'est elle-même qui a émis l'idée de se positionner sur d'autres journées. Parce qu'elle a compris que pour 26 000 €, elle avait 8 journées de formation sur le 15e. Elle fait passer aussi l'information pour l'ensemble de Paris, via la BRP. Et elle m'a dit, mais donc vous faites d'autres journées? Je fais oui, on fait aussi des journées de formation pour les dirigeants de PME, même principe, et des journées d'information pour les épargnants au niveau de la défiscalisation, des avantages qu'ils peuvent avoir, même principe, même prix, même coût. Pareil. Donc peut-être qu'il semblerait qu'ils soient intéressés pour prendre 2 ou 3 journées et avoir l'exclusivité. On verra le résultat, ouais, voilà. Mais si je le dis, moi, comme Confucius, je fais ce que je dis. Donc on disait, pour terminer le rapport évolution récente, donc premier semestre, vous avez le capitaux collectés, à la fin du point 9, 5 entreprises ont collecté 508 000 €. Orientation, ça fera partie de la réflexion tout à l'heure. Un travail de remise à niveau a été fait. À l'issue de l'Assemblée, c'est là que les choses, l'embarcation de mettre à plat, c'est d'apporter chacun sa vision des choses, essayer de trouver une cohérence, les attentes de chacun et la force de travail qu'on peut apporter. Donc, reconnaissance de la méthode de labellisation AMF, on verra, c'est dans les tuyaux, mais que c'est pas si évident que ça, il y a un pouvoir qu'ils n'ont pas pour l'appel public à l'épargne, enfin, on met le doigt quelque part, c'est intéressant, on verra quelle énergie il faut passer là-dedans, où ça peut nous conduire, mais c'est sûr que si on a une reconnaissance de protection des actionnaires indiscutable, c'est clair que le nombre d'adhérents, en principe, et d'entreprises, ça devrait peut-être pouvoir faire boule de neige. Bon, c'est des réflexions, tout ça. Le conseil aujourd'hui est composé de, on a vu, Emmanuel Garin, Jean Salva, Didier Salva, Olivier Gondois qui vient d'arriver, Philippe Landa, pardon. Philippe Landa. Attends, l'administrateur c'est Philippe Landa ou Veria? Voilà, j'apprends quelque chose. Donc c'est Veria qui est administrateur. Jusqu'à maintenant, je pensais que c'était Philippe Landa en tant que personne physique, mais si c'est Landa, le vrai administrateur, on sera bien, d'accord. Et puis, et notre ami Bruno Schaeffer. Donc, tous nos administrateurs sont là, sauf Frédéric Pose et Jacques Simon. Frédéric Pose, moi je pense qu'on ne l'a jamais vu. Et Jacques Simon qui est souffrant, on ne va pas le faire souffrir, ce sera un avantage. Donc tous les adhérents d'associations en jour de cotisation sont invités à se présenter candidats. Bon, on est là, je crois qu'on approuve on va peut-être terminer pour approuver le rapport moral et puis le rapport financier. Qu'est-ce qu'on fait? On approuve tout d'une seule vague ou... Bon, d'une seule vague, de toute façon ça passe ou ça casse, hein. Disons pas. Moi je pense qu'on va continuer dans la lecture du rapport financier peut-être, ou vraiment quelqu'un a des choses à ajouter sur le rapport moral. Là on était pas mal bavard, mais il y a peut-être des choses qu'on a oubliées ou qu'on a... Bon, pour l'instant, rien à ajouter. En principe, on doit passer un vote, d'approbation. On fait maintenant, on va faire le rapport financier. Bon, alors, qui est contre l'approbation du rapport moral? Personne, décidez-vous, non. Qui s'abstient? Personne non plus. Donc, ça veut dire qu'il a approuvé l'unanimité des présents et des votants par correspondance. Rapport financier, bon, ben...
tu votes, mais tu ne sois pas trésorier officiellement, mais c'est le bienvenu. Si c'est un honneur, c'est un honneur. Bon, je me présente, je suis Monsieur Denis, je suis comptable administratif et financier. J'ai donc établi le compte de résultat de l'exercice 2012 au mois de juillet et bien sûr derrière le bilan. J'ai deux observations à faire. Une sur le compte de résultat, dotation en provision 5616,45, c'est la provision des créances sur ADS, 100%. Sur le bilan, une chose à rectifier. Sur l'actif 2012, vous avez un chiffre produit à recevoir 18 113, c'est pas ça du tout. Il faut le remonter au niveau des créances. Créances 18 113. Produit à recevoir 0. Ça sous-entend que les créances ont été transmises aux entreprises labellisées partenaires et ce sont des sommes dues que l'on doit encaisser. Autre chose, le poste autre dette se répartit entre URSSAF, Humanis et ARCO. Il faut rajouter ACEDIC. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire en commentaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser. Sur le dernier point, il faut rajouter ACEDIC, mais le montant change ou le montant ne change pas? Attends, non, les autres dettes, c'est le total, 3242. Donc, c'en est 3242, vous avez l'URSSAF, Humanis, ARCO et ACEDIC, pour un montant total de 3242 €. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. La provision pour le litige fiscal. La provision pour Litige fiscal. litige fiscal pour les fichiers. Non, mais ce que vous avez expliqué, c'est qu'au niveau de la TVA, Oui, il n'y a pas de litige, on va payer. au niveau de la TVA, quand vous facturez la TVA, c'est une dette due. Ça ne rentre pas dans. C'est pas un compte de résultat, c'est une dette qui est due. Donc, Love Money doit refaire les factures des 3 exercices concernés, 2010, 2011 et 2012. Cette TVA va venir en dette à payer dès qu'elles seront payées par les entreprises. C'est une dette qui est due au Trésor public. Vous voyez ce que je veux dire? Donc elle ne rentre pas dans le compte de résultat. En fait, la TVA qu'on n'a pas perçue, ils nous demandent de la payer, quoi, les impôts. Donc nous, on leur a écrit est-ce qu'on peut annuler tout ça, puisqu'on va réclamer de la TVA que vous allez rembourser. Ben, moi, ça va être un délai de jours, le chèque. Et effectivement, globalement, tu les acceptes à la louche, c'est possible qu'on soit de poche de 2 000 €. Je ne sais pas, en tout cas, Ça sous-entend qu'on va refaire les factures sur les 3 ans qui sont précédés. Il y aura donc sur l'exercice 2013 une dette TVA à payer. Dès qu'elle sera encaissée, elle sera reversée au Trésor public. Voilà. Voilà. Alors c'est un travail quand même administratif. Didier qui le fait, c'est pas moi. Moi j'essaie de m'écouter le plus possible. Et finalement Didier n'a pas le moyen, le temps. Non, c'est plus vite fait de le faire que de le dire. Parce que ça, c'est pas grand chose. On a vu, il faut passer 2-3 jours. Ouais. Tout n'est pas super bien classé à ce niveau-là. Comme on dit, il faut le faire. Non, il faut un coup de main. Il faut le faire, c'est tout. Voilà. Autre question? C'était pas l'urgence de l'urgence. L'urgence c'était que le bateau ressorte de l'eau. Soit moins chaud. Maintenant, il faut régler ça, bien sûr. Merci Michel. Oui, du coup pour les comptes 2013, oui. c'est en cours, la comptabilité est à jour. Ah oui, mais je m'engage à vous faire l'exercice 2013 dans la foulée, dans les temps, j'ai pris l'engagement de le faire et vous l'aurez dans les temps réguliers, comme on dit. Il n'y aura pas de retard, ça sera fait fin mars. A priori, on respectera le calendrier et on aura, disons, des éléments qui seront beaucoup plus rapides. On n'aura pas la même situation qu'au mois de juin 2012. Voilà, je m'y engage, j'ai pris l'engagement auprès des dirigeants, donc je me tirerai vers mes engagements. Voilà. Qui est contre l'approbation du rapport financier, qui s'abstient. Donc il a approuvé également à l'unanimité. On va pouvoir passer à la partie extraordinaire. Alors, la partie extraordinaire, c'est toute la littérature qui est dans le question d'adoption.
de résolution. Dans le deuxième document, vous avez projet de résolution. Non, ordinaire, on appelle ça une nomination par rapport au conseil d'administration. On a donc les personnes qui sont sortantes. Alors, je ne sais plus la durée de vie d'un administrateur, c'est 1 an, enfin le mandat, il est de 6 ans, 3 ans. Enfin, bref. Nous, on a pensé qu'on le renouvelait tous les ans. Enfin, tous les ans, c'est peut-être exagéré. 6 ans, c'est trop, même pour les entreprises, même pour une SA. Une SA, moi j'estime 6 ans pour une jeune entreprise, c'est la folie. Mettre 6 ans quelqu'un, être collé avec quelqu'un pendant 6 ans, 1 an, c'est peut-être court. Pour une association, c'est pas une entreprise, d'accord, mais je crois que nous, on a pris l'habitude que ce soit tous les ans. Moi, je pense que moins on est stable. Dans le document, ça a été écrit 2 ans. 2 ans, hein. Dans les statuts, c'est les statuts. C'est 2 ans Dans les statuts. Après, les statuts peuvent être écrits avec 1 an, 2 ans. Oui, mais enfin, puisque aujourd'hui ils existent, respectons-les. Tout à fait. Le seul problème, c'est que lorsqu'il y a quelqu'un qui est candidat, s'il vient 6 mois, il y a plus de 9 mois, on ne voit plus revenir, et bien on est condamné à ce qu'il reste encore un an de plus. C'est ça l'idée de renouvellement tous les temps. Mais 2 ans, moi je suis pour. Pour l'instant, c'est écrit 1 an, se reposera la question pour quand on touchera au statut. Aujourd'hui, donc c'est 2 ans, ce qui fait que les personnes qui sont là, on n'a même pas posé la question s'il faut renouveler ou pas, donc c'est 2 ans. Et par contre, on peut proposer l'annulation de nos administrateurs, rien qui est interdit. Je pense pas. Donc on a eu plusieurs candidatures, d'autres qui ne se sont peut-être pas manifestées encore, mais il est temps, on peut, même pour une SA, comme du commerce, ce genre d'assemblée, on peut présenter sa candidature. À partir du moment où s'inscrit à l'heure du jour. Donc on a une association en plus forte raison. Bon, 3 personnes, on va peut-être tout simplement proposer aux 3 personnes. Donc Philippe Dumini, que je ne dise pas de bêtises, Philippe Dumini, et puis qui nous a transmis un CV. Si vous voulez bien dire 2 mots sur. Oui, écoutez, moi je m'appelle Philippe Dumini, je suis né en 58, je suis de formation ingénieur, que j'ai complété par une formation en management et finance. J'ai connu donc l'association Love Money cette année suite à une réunion que M. Jean Salva avait organisée pour présenter l'association. Au niveau de mon parcours professionnel, donc, je commençais à travailler dans une entreprise dans le secteur de la chimie, dans laquelle je suis resté pendant 25 ans. Donc c'était une petite société, une PME française, où on était, quand je suis rentré dans cette société, donc jeune ingénieur, on était 40 personnes. Donc j'ai gravi les échelons dans cette société, j'ai fini donc directeur général. Et cette société, donc, je l'ai développée au niveau français et export, puisque quand j'ai quitté la société, on faisait 70% de notre chiffre d'affaires à l'exportation. On avait multiplié notre chiffre d'affaires par 40. Et j'ai introduit la société en bourse en 2000 au second marché, qui était à l'époque très dynamique, puisqu'il permettait à des sociétés, on va dire, des PME de taille moyenne, puisque à l'époque on faisait 200 millions de francs de chiffre d'affaires, de pouvoir entrer en bourse. Aujourd'hui, c'est devenu plus compliqué. Donc, je me suis occupé donc, du pilotage de toute cette introduction. J'ai été en contact avec, à l'époque, la COB, puisque c'était l'ancêtre de l'AMF maintenant, pour faire le dossier de présentation. Et puis, j'ai quitté donc, cette société en 2006. Réorientation complète avec mon épouse. On a quitté le secteur de l'industrie, on a créé un hôtel, donc une autre entreprise toute petite. On a créé un hôtel qu'on a exploité pendant 6 ans. Au bout de 6 ans, on a revendu cette activité et là aujourd'hui, avec mon épouse, on a créé une nouvelle activité, une autre PME encore, qui est dans le secteur de l'immobilier où on développe un nouveau concept d'agence immobilière proche des particuliers avec des frais réduits. Voilà, des agences de proximité. Alors moi, ce qui m'intéresse dans l'association Love Money, c'est qu'il y a une place qui est occupée aujourd'hui, on va dire, par personne pratiquement, pour pouvoir financer les entreprises moyennes qui ne peuvent pas avoir accès ni au marché
financiers, ni à des business angels qui s'orientent plus vers les entreprises, on va dire, de technologie ou de développement important. Mais il y a tout un pan de l'activité française, d'entreprises, on va dire, de taille moyenne, mais qui sont dans des secteurs peut-être un peu moins porteurs que la technologie, qui cherchent aussi des financements et qui ont besoin d'avoir des investisseurs. Et je crois que l'association a tout à fait sa place pour mettre en relation des entreprises de ce type-là et des personnes qui veulent prendre un petit peu des risques, parce que malgré tout, il faut prendre des risques. Voilà. Tout à fait. Entre parenthèses, en aparté simplement, que lorsqu'il est particulier, je l'ai pas dit tout à l'heure, mais on va vous dire tout à l'heure à l'occasion d'un complément d'information, notamment sur ces IB, lorsqu'on investit dans une entreprise, il ne suffit pas de choisir la bonne entreprise, qu'elle ne te casse pas la figure, qu'elle soit honnête, mais surtout qu'elle ait des plus-values, et quand il y a des plus-values, qu'on puisse quand même revendre. Et ça n'existe pas dans le mécanisme d'une approche des particuliers vers les entreprises non cotées. Ça n'existe pas. Et c'est là que, on va en parler tout à l'heure, il y a quelque chose d'extraordinaire à faire, justement dans le contexte du débat qui aura lundi au ministère des Finances. Alors, on interviendra ou on n'interviendra pas. Moi, je soupçonne que l'AMF va être une meilleure avocate. Je me trompe peut-être. À la limite, c'est pour ça que je me demande, est-ce que je peux y aller ou pas? Enfin, Didier ou Karim vont y aller. Mais je me pose la question parce qu'on sera peut-être mieux défendu. Ce concept de pouvoir ne pas être piégé, Madame le maire, qui est justement la représentante en France de l'AMF et de la protection des particuliers, eh bien, investir dans une petite société non cotée, comme disait, un créneau à prendre, mais à condition de mettre en place une sortie. Je te laisse continuer. Merci pour votre présentation, et ça me fait bien plaisir. Merci Philippe Dumini. Il y a une deuxième personne. Je crois que Yannick Kerhervé était également d'accord. Oui, voilà. J'ai présenté aussi ma candidature. Donc moi j'ai... Oui, donc j'ai 40 ans, je suis adhérent de l'association depuis 1 an. J'ai découvert aussi un petit peu par hasard, mais je m'intéressais à la finance participative et voilà, et donc je connaissais aussi les investissements dans les PME, mais plutôt par l'intermédiaire des FCPI, FIP, mais présente l'inconvénient d'avoir des frais de gestion colossaux et voilà, et donc finalement je suis tombé là-dessus et puis je m'intéresse sinon à les aspects de finance participative. Sur mon parcours, je suis ingénieur de formation, je suis en train de compléter cette formation par un MBA. J'ai 15 ans d'expérience dans la banque, dans différentes fonctions, d'abord du contrôle de gestion, responsable de middle office et plus récemment directeur de projet dans différents établissements bancaires. Donc je suis passé par BNP Paribas, HSBC et puis dernièrement Société Générale. Voilà, et puis je crois que l'association a besoin d'énergie, de contribution pour se développer, ne serait-ce que même, il y a un mot qui m'a, enfin au moins une phrase qui m'a interpellé aussi dans le bilan, c'est le fait que aussi tous les adhérents doivent contribuer d'une manière ou d'une autre, pas rester en position uniquement de consommateur, et c'est vrai que là, en tout cas sur ces derniers mois, j'étais resté dans la position de consommateur, donc là, je pense en tout cas, soit le conseil d'administration, enfin aussi non, de manière plus générale, contribuer à ce que l'association se développe et soit mieux connue. Voilà, merci. Vous êtes un excellent avocat justement de cette contribution de chacun d'entre nous et pas rester consommateur. Bravo. J'espère qu'Albert Roudot est toujours d'accord de présenter sa candidature. Oui, Albert Roudot, j'ai 64 ans, je suis originaire de la Bretagne. J'ai travaillé dans la partie agricole dans un premier temps, ensuite dans la partie bancaire. Dans la partie bancaire depuis 90 et avec tous les niveaux géographiques, le réseau, le groupe régional à Laval, et ensuite au niveau parisien. C'est à cette occasion donc, que j'ai découvert la monnaie. Je connais la monnaie depuis 4 ans. Je
suis adhérent depuis 3 ans. J'ai pu me rendre compte effectivement ce qui a été fait, ce qui reste à faire. Et donc, si je suis candidat, c'est pour apporter ma contribution à faire en sorte que la monnaie continue à se développer et surtout à exister sur la place. Sinon, donc, actuellement, je m'occupe de ce qu'on appelle le partenariat pour le parrainage au niveau de la Sarthe, c'est-à-dire qu'on accompagne les jeunes créateurs, repreneurs pendant 2 ans minimum, jusqu'à 5 ans selon le cas, en recherchant des parrains. Ces parrains étant soit des chefs d'entreprise en activité, ce qui est en majorité le cas, soit des cadres d'entreprise ou d'anciens collaborateurs qui ont travaillé dans le milieu de l'entreprise. Et donc on a quelques banquiers, on a des experts comptables et ainsi de suite. L'objectif, c'est de faire en sorte que demain, 85% des créateurs repreneurs soient suivis en parrainage. Donc tout ça pour dire qu'on est quand même toujours très proche du milieu de l'entreprise. Et donc j'habite actuellement la Sarthe. Et je suis souvent sur la avec la conférence avec les gens problèmes. Oui, effectivement. Il n'y a pas que. Jusqu'à présent, on a fait essentiellement l'entrée en capital d'entreprise en développement. On a cherché souvent à faire la transmission d'entreprise à faciliter. Peut-être que vous allez être un des instruments qui va faire épanouir, parce qu'il y a une demande extraordinaire à travers la France. Et on n'arrive pas à déclencher les premières opérations. Depuis 10 ans, 20 ans. Et donc, il y a quelque chose assez extraordinaire à faire. Et même l'État aujourd'hui dit le RES, reprise d'entreprise par les salariés, il faut le développer. Le développer, on connaît aujourd'hui pour la transmission d'entreprise par les salariés, par exemple, les SCOP. Les SCOP, c'est limité en capital, en fonds propres. Les salariés doivent apporter quelque chose, les structures un petit peu, et en fonds propres, ils doivent avoir 50%, et le reste, c'est de l'endettement. Ça fragilise extrêmement les entreprises. Le concept, justement, va nous aider à tenter, peut-être, j'espère, en Sarthe, eh bien, il y a quelque chose qui, si ça marche, ça peut exploser. Vraiment, il peut y avoir des milliers d'emplois qui seront sauvés. Et justement, l'épanouissement des salariés qui n'osent pas reprendre. Et là, il y a peut-être tout à fait une autre mode de vie économique qui peut se passer. Je crois que merci sur le tout. Peut-être des personnes qui n'ont pas eu le temps ou parce que Internet ne marche pas, qui veulent malgré tout présenter leur candidature. Par exemple, qui que ce soit, mais oui, notamment qui se sont impliqués, et puis et des cigales, pas Guy, pas mon prénom, David, David, il est pas mal impliqué dans l'économie solidaire. Michel, tu n'es pas obligé d'être administrateur. Je reste tel que je suis. Je ne veux être ni juge, ni parti. Je continuerai à vous aider et je resterai autonome. S'il y a pas d'autres candidatures, on va arrêter là, puis on va donc voter. S'il y a d'autres candidatures, madame, peut-être? Si quelqu'un est contre l'une des 3 candidatures, quelqu'un s'abstient, donc ils sont tous les 3 élus à l'unanimité. Dans la partie extraordinaire, on a commencé à parler un peu de la Sarthe, par exemple. Dans Love Money, il y avait 20 associations qui étaient expérimentées, c'est de l'expérimental encore. Si on peut arriver à sortir un petit peu de l'expérimental et faire tourner les choses, c'est bien, ça va aller. Donc sur les 20 associations à travers la France, toutes sont en sommeil, c'est pas difficile. Simplement, il y a une partie un peu rapide, peut-être, mais pas bien compris, si les actuels administrateurs étaient reconduits automatiquement. Là, ceux d'aujourd'hui sont élus pour 2 ans, et puis ceux qui sont encore 1 an. Ils sont encore valables, ils sont encore. Leur mandat dure encore 1 an. Okay. J'ai l'esprit de l'escalier, mais il y a un truc qui m'a fait réagir. Tu as raison, c'est parce qu'on a écrit. Il y a un truc qui m'a fait réagir tout à l'heure, notamment Philippe. Donc, ta rectification que c'était Veria qui avait un mandat d'administrateur, j'ai cru comprendre que Veria aujourd'hui n'était plus membre de Love Money. On n'est pas labellisé. Il n'y a rien qui interdit Veria en tant qu'entreprise. Enfin, il n'y a aucune interdiction. Mais simplement, on a peut-être du mal noté
que c'était Veria. Moi, je croyais que c'était un type de personne physique. Mais je ne suis pas adhérent. Rien n'empêche. D'accord. Et ça ne serait pas possible que ce soit plutôt Michel Landa, personne physique, qui devienne administrateur? Je ne sais pas, peut-être Philippe. Philippe plutôt que. Non, je pense que c'est mieux que ce soit une société. C'est pas mal. L'association en elle-même rassemble des particuliers et des PME. Ce serait même bien qu'il y ait d'autres PME dans le conseil d'administration pour faire vivre justement ce rapprochement. Est-ce que ça pourra être mis au PV cette information? J'ai entendu une réponse à la question. Mais on va voir justement je pense qu'on va corriger l'erreur matérielle. Disons qu'on aurait dû mettre que c'était Veria en tant qu'entreprise lambda non labellisée. On va mettre au bout. On va apporter une proposition de changement d'appellation de Logmoney. Au lieu de Logmoney pour l'emploi, il y avait beaucoup de chômeurs qui venaient et les entreprises hésitaient à venir. J'ai bien l'idée, alors il y a eu des moments, il y avait des foules, surtout au moment où on faisait la création d'entreprises, il y a 10 ans, 15 ans en arrière, on avait beaucoup de déboires, beaucoup de déboires. Eh bien, aujourd'hui, lorsqu'on va voir un syndicat professionnel, le CGPME ou les SNPA, enfin les petites structures, adhérer à Logmoney pour l'emploi, ça ne les attire pas spécialement, alors que si on mettait Logmoney pour les PME par exemple, bon ben c'est autre chose. Les chômeurs viendraient peut-être. La philosophie de création d'emplois par le développement des entreprises, elle est encore plus forte que jamais. Parce que par la création d'emplois, on crée 1 ou 2 emplois. Par le Logmoney pour les PME, on va s'intéresser aux entreprises qui ont 10 ou 15 salariés, qui risquent de se casser la figure, de ne pas grandir. Et là, on va créer beaucoup plus d'emplois. Voilà, c'est ça notre démarche. Donc, on va en parler. J'étais un peu prématuré. J'ai profité, David, de ton interpellation qui est intéressante. Et merci, Philippe. Ouais, là, donc, on attaque la partie extraordinaire. C'est ce que tu es en train de dire, effectivement, le nom. Donc, il y a 20 associations, 26 ou 25. On a tenu il a fallu quand même essayer de mettre les jours un minimum les choses dans les règles. Donc la fédération. Il faut préciser, il y avait 26 associations créées dans les années 80-82. On les a mis en sommeil, ça ne veut pas dire qu'elles sont mortes, il faudrait les réactiver. Jusqu'à maintenant, il y a une fédération fantôme, enfin un sommeil, qui était superviseur, contrôleur de Logmoney, enfin qui était soumise, enfin l'association Logmoney était soumise à une fédération sommeil, donc ça fait que rien que ça déjà c'est bancal. Enfin bref, donc la fédération on l'a quand même fait acter, parce que comme tu dis, l'idée c'est quand même de réactiver dans la Sarthe ou ailleurs la création, la transmission. On réfléchira quand est-ce qu'on développera, à quelle vitesse, comment s'organiser, mais déjà faisons fonctionner normalement Paris avec la web conférence. Enfin, on rentrera dans les détails, mais comme c'était bien de mettre les choses un peu dans les règles, un minimum, même pour accueillir les nouveaux administrateurs, qu'ils n'arrivent pas dans un truc à passer partout, qui juridiquement ne marche plus. Enfin, donc la partie extraordinaire, quand on attaque la première résolution, alors on a mise en conformité des statuts et des règlements intérieurs. Alors dans la mise en conformité des statuts, donc il y a une personne qui s'ennuie, et c'est pareil, j'aurais jamais touché à ça tout seul, hein, il a passé au moins. Lui, c'est pire que la plainte en pénal contre ABS, les stades. Enfin, c'est autre chose. Donc, notre ami Yann qui a travaillé pendant un mois cet été pour actualiser. Mais il n'y avait pas une virgule dans les statuts actuels qui sont applicables. Je ne sais pas si quelqu'un a eu la curiosité de la regarder, mais à mon avis, c'est repoussant. Rien que ça, c'est un élément repoussant pour tout nouvel adhérent. Enfin, il y a un certain nombre de raisons qui font qu'on arrive à présenter à l'ordre du jour d'approuver ou pas approuver l'actualisation des statuts. Qu'est-ce que je peux vous dire? Donc la fédération a également s'est réunie elle-même à changer de nom. Alors, théoriquement, on doit se plier aux desiderata de ce que voulait la fédération. Donc le nom Logmoney pour les PME, il a été changé par la fédération. Donc théoriquement, Paris n'a même pas son mot à dire, d'après le fonctionnement. Et comme Paris n'a pas posé transfert d'indépendance, donc il n'y a pas d'autres associations Logmoney qui font surface efficacement, donc il y a des partenariats et autres, on a besoin d'en parler.
Mais donc on en est là. Aujourd'hui, donc on a refondu les statuts. De mémoire, le budget n'a pas bougé. Alors bon, parmi les personnes qui ont travaillé là-dessus au mois d'août, on disait ouais, il faut avant de toucher les statuts, il faut reparler sur la stratégie, ceci, cela. On a quand même convenu d'adopter ces statuts, enfin de proposer à l'Assemblée d'adopter ces statuts. Et puis après, on va corriger de toute façon les statuts de vivre éternellement. Là, ça n'a pas bougé depuis 1998, je crois. Il fallait faire un minimum de nettoyage, de remise à niveau. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Parce qu'après, s'il faut se faire toute la lecture, j'essaie de présenter un peu les choses pour ne pas rentrer dans les détails, parce que sinon c'est infini. C'est quelque chose d'assez infini. Donc le travail de remise à jour a été fait par Yann, qui est juriste compétent. Il est tellement compétent que j'aimerais bien embaucher pour C2IB. On a fait ça l'équipe avec lui. Il veut faire des choses pas bénévoles. Il accepte quand même un coup de main bénévole de temps en temps, un coup de main qui a duré un mois. Et je crois que c'était une occasion qui passait devant nous, quelqu'un qui se dévoue à faire ce travail. Donc on l'a relu entre nous, on a apporté quelques corrections au conseil d'administration, mineures, plus ou moins. Donc on en est là. Moi je pense qu'on a une version qui est clean, qui permet même de... Enfin je sais pas, mais si vous en adhérant à l'association, vous avez regardé dans les statuts, moi je sais que si j'allais dans une association qui touche à l'épargne, j'irai un minimum dans les statuts. Et si je vois que ça date de 12 ans en arrière et c'est à ni queue ni tête, c'est un élément repoussant. Donc qu'est-ce qu'on peut dire? Projet de première résolution, j'ai à peu près brossé ce qu'il y avait écrit dans le papier. Vous l'avez vu ce papier, madame? Vous avez prêt? Non, moi je l'ai rien vu. Ni vu. On va vous donner. Vous êtes membre de l'association? Voilà. Vous êtes adhérente à l'association? Non, je viens pour la première fois. D'accord, vous êtes adhérente. Déjà une fois ici. Bravo. Mais la réunion a été annulée. D'accord. Et donc on m'a téléphoné pour me dire. Bon, donc vous êtes bienvenue pour rester pendant notre assemblée générale qui se termine. Donc tout le monde n'est pas forcément adhérent, vous êtes les bienvenus quand même. Vous n'aurez pas le droit de voter, ça va. Donc qu'est-ce qu'on peut dire pour première résolution? Première résolution, donc l'Assemblée générale sur proposition du Conseil décide en conséquence de mettre en conformité ces statuts. Où est-ce qu'on vote là? Comment ça marche? Qui est contre, qui s'abstient, qui est pour? Je crois qu'on va arriver là. Donc quelqu'un a quelque chose à dire à ce sujet non, sur est-ce que vous pourriez expliciter, c'est à la fin, une question à un moment donné d'une créance de 1314 Alexandre, tu peux mettre un peu plus fort la lumière, s'il vous plaît. À un moment donné, il y a question d'une créance de 1314 €. Ah oui. Comme c'est dans la première résolution, est-ce que vous pouvez... Oui, c'est parce que l'association, entre la fédération et la fédération a dû avancer de l'argent pour l'association de Paris, c'est pour envoyer, enfin, il y a eu une somme qui s'est accumulée, il y a une dette qui est montée jusqu'à 17 000 €. L'année dernière, à l'association de Paris, l'association de Paris l'a abandonné, il y a une créance ou je ne sais plus quoi. Je ne me rappelle plus ce qu'il y avait l'année dernière, ce sujet. Alors, si vous revenez sur 2011, si vous regardez l'exercice 2011, dont je ne peux pas vous parler, il y a eu des abandons de créances qui ont été considérés et montés au capital. Donc je pense que les 12 314 sont inclus dans les abandons de créances qui ont été réalisés. En fait, c'est pour faire une pas sur le passé, parce que Paris, nous comme l'association, la fédération est fantôme, on aurait pu laisser vivre un fantôme comme ça. Mais là, autant faire les choses correctement, mettre en sommeil comptablement, juridiquement. Donc comme Paris, nous, on avait abandonné la... Enfin, pour nous, on avait considéré, je ne sais plus comptablement ce qu'on avait fait, dans le bilan de Paris l'année dernière, on avait estimé que cette dette, on la devait plus. On a dû décréter, je ne sais plus comptablement qu'on a pris. En fait, la fédération confirme qu'il n'y a plus de dette, c'est ce qu'on a mis là, je crois. Si ça n'a pas d'impact sur 2013... Non, au contraire, c'est là. Ni sur 2012. C'est plutôt un élément sécurisant. Simple, parce qu'ici, là, on parle de. Ça, c'est compliqué, je ne sais pas si tu as la valeur, mais. On est en train de parler de. Qu'est-ce que c'est là, ici? Dans la première version. Confirmer l'abandon de.
Ouais, c'est le dernier point. Avant le projet de résolution, afin de ne pas compliquer la situation financière de l'association de Paris, donc c'est le PV de la fédération. Il est confirmé l'abandon de notre créance de 10 000 €. Le rapport d'activité, on en parle un petit peu. Oui, aujourd'hui. C'est au mois de juin. On a décalé la semaine. Je ne cherche pas d'excuses. La seule excuse, c'est qu'à la limite, je préfère en dire le moins possible, parce que j'ai confiance en personne. C'est une plainte en pénal. Il va y avoir un commissaire aux comptes qui va peut-être aller derrière les barreaux si on va loin. Et les actionnaires, il y a des gens qui sont copains avec les dirigeants. Dans les actionnaires, il y a des gens qui sont en relation avec M. de Merlet. Forcément, mathématiquement. En termes d'information, là les réponses étaient non, j'ai pas d'information, et vous Maintenant, ce forum, il aurait été la moindre des politesses que je sois au courant, que quelqu'un de l'association soit au courant de ce forum, de ces messes basses entre actionnaires, à la limite. Bah oui, moi j'ai découvert ça accidentellement, c'est quelqu'un qui m'a dit, je ne sais même pas si c'est lui qui est parti. Ouais, Didier, il y a des actionnaires entre eux qui parlent. Bon, qui parlent, moi je suis en train de préparer une plainte. Je me mets la plainte d'actionnaires qui a versé, qui a soustrait une augmentation capitale. Bien sûr, la plainte, ça peut pas nuire. Mais ce qui m'intéresse, lui, c'est de savoir que j'ai mis tant, est-ce que je vais récupérer quelque chose? Probablement